Bonjour et bienvenue dans cette édition du duel de campagne qui verra s'affronter aujourd'hui pour Écolo, Madame Ettebroek, bonjour. Bonjour. Et pour les FDF, Emmanuel Leboc, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, merci de nous être fidèles. Vous connaissez maintenant le concept de l'émission. 2 thèmes seront abordés durant ce débat. Je propose de tirer au sort le premier, Madame Ettebroek. Vous cliquez. Voilà, oui. Organiser le survol de Bruxelles. Eh bien voilà, il est écrit qu'on ne pourra passer un débat sans aborder ce thème. Monsieur Debock, le survol de Bruxelles, ça anime la campagne, mais surtout cette question, comment faire pour que ce survol de Bruxelles soit le moins nuisible possible? Mais tout d'abord, il y a un vrai problème avec le plan Wathelet qui a clairement mis la pagaille sur Bruxelles et la moitié des Bruxellois sont aujourd'hui ennuyés, nuit et jour, par ces avions. Je note que, où que nous soyons, nous entendons ces avions, qu'on nous promet pourtant une nuit claire alors qu'en réalité il y a encore des avions qui survolent Bruxelles de part en part. Et par ailleurs, heureusement qu'il y a l'arrêté Gauzoin, heureusement qu'on a fait un arrêté parce que c'est aujourd'hui sur cette base-là que la région bruxelloise peut entamer un certain nombre de procédures de conflit d'intérêts. Pour l'avenir, on fait comment pour éviter de trop grandes nuisances? D'abord, on survole les zones les moins densément peuplées. Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune capitale au monde qui est survolée de part en part comme l'est aujourd'hui Bruxelles. Et donc là, on voit très clairement, alors qu'on nous avait promis, avec les ministres fédéraux bruxellois qui allaient soi-disant défendre Bruxelles, on voit que Bruxelles est totalement annihilé, survolé, Bruxelles ne compte plus. On se sert de Bruxelles et ça ne va pas. Et il faut effectivement que les gens maintenant se rendent compte qu'il y a des partis au pouvoir, le PS, le MR, le CDH au fédéral, qui n'ont pas assumé la protection des intérêts des Bruxellois. Madame Ettebroek, concrètement, on l'a vu, le plan Wathelet 1 et 2 a fait débat, et plus même. Concrètement, après les élections, parce que le plan Wathelet est suspendu pendant 60 jours, qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est un duel, mais à la limite ici, sur cette question-là, en tout cas, on peut se rejoindre à la fois sur le constat et sur les solutions. Le problème ici, et qui n'est pas nouveau, hein, on le vit depuis 12 ans, malheureusement, c'est qu'il faut vraiment du courage politique un moment pour les responsables, pour trouver des mesures qui sont vraiment des mesures structurelles. Quand je dis mesures structurelles, ça veut dire des mesures pour les citoyens qu'ils habitent dans le nord, qu'ils habitent dans le sud, et qu'il n'y ait pas report de quartier en quartier. On voit à quoi on aboutit aujourd'hui, à des conflits qui sont des conflits aussi communautaires, qui ne font que crisper la situation, comme nous l'avons connu il y a 10 ans avec le plan Ancio et ensuite avec M. Landut et avec M. Scoop. Et donc l'histoire se répète. Et moi je dis la même chose depuis longtemps. C'est qu'il faut effectivement objectiver les choses. Mais on ferme l'aéroport, en tout cas la nuit? On n'a jamais demandé de fermer l'aéroport, mais en tout cas, la première chose à faire, et ça devra être sur la table des négociations, c'est qu'avant de prendre des décisions, il faut effectivement objectiver les choses et décider de grands principes. Notre principe, c'est également celui qu'il faut survoler les zones les moins densément peuplées. C'est logique, tout le monde comprendra cette question-là, que moins on survole de gens, moins on fait de nuisances, avec... Nous l'avons demandé aussi, un fonds qui puisse isoler les personnes qui se trouvent en dessous des routes des avions. Et puis, il y a d'autres choses aussi à mettre en place qui sont effectivement revoir les horaires de cette nuit européenne. Mais vous savez, c'est ça qu'on met sur la table depuis des années. Le problème de M. Wathelet, c'est d'avoir fait les choses totalement à l'envers, et c'est pas faute de ne pas lui avoir dit. Dès début 2012, nous lui avions dit, région bruxelloise, 1, il faut objectiver, nous avons des chiffres. 2, vous créez l'Institut des nuisances sonores qui va pouvoir dépassionnaliser le débat, et vous faites un accord de coopération avec les régions, et puis seulement vous adaptez des routes. Il a fait le contraire. Monsieur Debock, envoyer le fret ou les cargos à Charleroi ou à Liège, c'est envisageable, et surtout, comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'emploi à Bruxelles et à Zaventem? Mais je trouve qu'on ne peut pas parler des nuisances sans parler d'emploi, c'est vrai. Il faut avoir le courage d'aborder cela, mais on ne peut pas non plus continuer. Et il s'agit de questions de santé publique quand même. Ici, il y a des Bruxellois qui sont survolés nuit et jour. On doit, à un moment donné, offrir aux Bruxellois une nuit claire entre 22h, 23h et 7h du matin. Ce n'est plus possible qu'il y ait des avions qui survolent des habitations dans Bruxelles. 2, je note que par rapport aux 230 décollages par jour qui se passent en faveur de Bruxelles, on a aussi, le samedi et le dimanche, énormément d'avions. Donc les fameuses routes dont on parle, en réalité survolent bien plus Bruxelles encore le week-end, lorsque les Bruxellois sont censés
reposer qu'en semaine. Et ça ne va pas. Ce que je veux dire quand même aussi, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il y aura des négociations, certainement, et il faudra que les parties se mettent d'accord. Mais aujourd'hui, la seule action qui peut arrêter le plan d'aujourd'hui, c'est l'action que j'ai déposée en cessation environnementale grâce à l'arrêté Gozouin. vendredi. Grâce à l'arrêté Gozouin. Attendez, on ne va pas revenir là-dessus. Heureusement qu'il y a eu l'arrêté Gozouin sur les nuisances sonores qui vous permet. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait la Attendez, je vais vous dire une chose, monsieur, mais vous n'étiez pas là à ce moment-là. Quand je suis arrivé en 2004, l'arrêté Gozouin qui avait été fait en 99, qui est l'arrêté bruit, donc bruxellois, sur lequel nous nous reposons aujourd'hui, il y avait un moratoire. Monsieur Gozouin ne l'appliquait pas. Donc moi, j'ai levé le moratoire et j'ai commencé à l'appliquer. Alors, vous avez tardé 3 mois. Vous auriez pu directement faire une cessation dès le mois de février-mars. Non, là vous vous trompez aussi. Là vous vous trompez aussi. Une action en cessation environnementale. Mais non, monsieur, je ne pouvais pas le faire. Vous avez interpellé Madame Le L'action en cessation environnementale, vous ne pouvez la faire que quand vous avez une comparaison entre 2 années sur 2 mois. Puisque vous devez comparer l'avant et après. Vous ne pouvez pas le faire le 7 février alors qu'il est en place le 6 février parce que vous n'avez pas la comparaison. Et que l'action en justice ne se base que sur cette comparaison. Et donc la semaine passée, quand nous avons eu les chiffres des 2 mois, avant et après, nous avons pu faire l'action. Mais nous n'aurions pas pu faire la faire à l'avant. Vous savez, moi je fais... Mais non. Moi je fais février, c'est avril. Vous auriez pu faire ça. Moi je fais un recours pour les gagner et pas pour dire que je fais un recours. Et aujourd'hui, et ce matin la décision a été prise aussi par nous savons qu'il y aura une audience qui va se faire... en tout cas fin de juin, début juillet, et que nous pourrons à ce moment-là, que le juge décidera, puisque c'est le juge qui va décider, mais qu'aujourd'hui c'est la seule action qui peut avoir des effets. Un mot de conclusion sur le sujet. Heureusement qu'il y a l'arrêté Gozouin, parce que c'est sur cette base-là que se base l'action de cessation de la région bruxelloise. 2, je trouve que la région bruxelloise a mis beaucoup de temps pour se mettre en action, et d'ailleurs, un certain nombre de ministres, CDH notamment, étaient clairement embêtés parce qu'au niveau du fédéral, ils devaient protéger le ministre Wathelet. Et d'ailleurs, on a vu Mme Milquet, Mme Frémaux défendre bec et ongle jusqu'à la toute dernière minute le plan Wathelet pour finalement faire un revirement. Finalement, on ne vous mettra pas d'accord sur le sujet. Je vous propose de passer au deuxième thème de ce duel. Suivant. Voilà. Éviter les loyers impayables. En effet, en région bruxelloise, 50% des habitants sont des locataires. Avec le boom démographique, avec l'implantation des institutions européennes, les loyers ont tendance à s'enflammer et s'emballer. Comment faire pour éventuellement les réduire? Est-ce qu'il faut les encadrer, Madame Etebroek? Oui, il faut très certainement les encadrer. Et c'est en tout cas ce que le gouvernement s'est engagé à faire. Et c'est donc mon collègue, le ministre Christos Doulkeridis, qui avait cette politique en charge. Et donc, ça veut dire quoi? On les contrôle, on empêche clairement la libre fixation des loyers? Non, on balise très clairement les loyers pour qu'il n'y ait pas d'emballement et qu'il y ait en tout cas une vue bien claire sur cette question des loyers. Je crois que là, il y a plusieurs parties en tout cas qui sont d'accord pour le faire. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc il faut des réponses qui soient diversifiées. Et je pense que Christos Doulkeridis a mis sur la table plein de choses, pas seulement sur la table, il les a réalisées. Il faut bien sûr construire des nouveaux logements sociaux. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut du terrain. Vous avez parfois aussi des comités de riverains qui ne sont pas toujours d'accord d'avoir des logements sociaux près de chez eux. Donc il y a aussi cet effet-là qui compte. Il faut rénover très clairement. Et là, il y a un plan de rénovation sur plusieurs années dans plein de communes. Aujourd'hui, vous avez en tout cas 99% des logements sociaux qui sont dans un plan de rénovation. Il faut absolument. Il faut aussi ce qu'il a mis en pied, c'est l'allocation loyer pour 6 000 ménages, qui est aussi une aide. Et puis, il faut aider les jeunes ménages. Et il a fait le prêt boost pour les jeunes qui veulent absolument aussi acheter ici à Bruxelles. Monsieur Lebock, vous y croyez à l'allocation loyer? Oui, nous avons défendu et nous avons voté le principe de l'allocation loyer. Et nous préférons cela que la construction, tous azimuts, de logements sociaux comme on le fait aujourd'hui, au lieu de rénover le parc existant. Parce qu'il y a un véritable scandale dans le logement social, c'est la non-rénovation des logements sociaux. Et ça ne s'est fait que trop tardivement par rapport aux besoins. Et sur les loyers, comment on fait pour le problème du logement, la première chose, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat des gens. On l'oublie, mais aujourd'hui, s'il y a autant de pauvreté à Bruxelles, c'est parce que les gens se sont appauvris, parce que les gens sont partis aussi de Bruxelles parce qu'ils ne peuvent plus faire face à l'achat de leurs biens ou de la location et sont allés vivre en périphérie bruxelloise, qu'elle soit flamande ou wallonne. Et donc, il faut avant tout jouer sur le pouvoir d'achat, offrir des jobs à Bruxelles pour des gens et moins d'impôts à Bruxelles pour faire face à ça. On a des propositions fiscales pour permettre de faire face à logement. Je termine quand même. Le système du logement, aujourd'hui moyen et social, il est totalement inégalitaire.
Voilà, ça ne sert à rien de construire tous azimuts des logements sociaux. On est en train de faire finalement venir la pauvreté à Bruxelles, alors qu'il faut rénover. J'ajoute quand même que la grande victoire qu'il y a eu dans ce gouvernement, il faut le rappeler, c'est le bail à durée déterminée. C'est un tabou qui a été levé. C'est le bon point que je donnerai à ce gouvernement. Mais en revanche, aujourd'hui, il y a des situations totalement injustes dans le logement social, où vous avez finalement des gens qui ont 1 000 € d'allocation, qui payent 200 € une maison 3 chambres, et qui ont autant de pouvoir d'achat finalement qu'un jeune ménage qui travaille. Ça ne va pas. Avec le logement social, Monsieur De Bock dit on fait venir la pauvreté à Bruxelles? D'abord, avec le logement social, on répond clairement aux populations les plus fragilisées qui sont déjà à Bruxelles avant de faire venir. Puis il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des listes de familles qui sont là. Et donc voilà, ne disons pas comme ça, on fait venir. Mais à côté de ça, il y a logements sociaux et puis il y a quand même tout le reste. Je veux dire, les logements moyens. Moi, j'étais en charge de la... c'est la législature où nous avons inauguré le plus de logements de la SDRB, aujourd'hui CityDev, de toutes les législatures. Que vous alliez à Forêt, Bervoet, que vous alliez à Jette, que vous alliez à Anderlecht, Place Barra ou d'autres, on a inauguré énormément de logements qui sont des logements moyens. Parce que je pense que c'est important aussi pour les familles, pour les jeunes ménages, d'avoir ces logements moyens. Et puis il y a eu une autre chose qui a été également faite par le gouvernement, c'est d'avoir lutté contre les immeubles inoccupés. Et aujourd'hui a été créé un service de lutte contre les immeubles inoccupés qui aujourd'hui gère 2600 dossiers. Ça n'existait pas, nous l'avons fait. Je vais vous dire 2 choses. Un, il faut de la mixité sociale. Moi, je ne veux pas des cités ghetto de logements sociaux. Oui, mais le problème, c'est que c'est pour ça que nous avons fait du logement moyen. Dans les cités aujourd'hui, on a 90% à Uccle notamment, et dans d'autres communes, il n'y a pas de logement moyen créé par la région bruxelloise, ou trop peu. Et donc, on est dans une clé de 90. Ça ne va pas, il faut du 50-50. 50% de logements moyens, 50% de logements sociaux. 2, il faut à tout prix aider les jeunes à sortir de cette situation. Le pré-boost. Je trouve que ce n'est pas un avenir à offrir aux gens la situation du logement social. Est-ce qu'on peut envisager de vendre des logements sociaux, par exemple, aux locataires? Mais à partir du moment... Moi, je ne trouve pas ça une mauvaise idée. Je trouve fondamentalement, à partir du moment où on n'a pas assumé notre tâche de rénovation, pourquoi pas le vendre et effectivement arriver à de la mixité sociale? C'est important. Pour conclure, 20 secondes, Madame Tebroek. Pour conclure, moi je suis d'accord avec la mixité, mais il faut se rendre compte quand même aussi dans cette région que nous avons une population très très fragilisée à laquelle il faut répondre. Mais moi je suis pour une palette de réponses. Et nous avons développé également tout ce qui était des logements accompagnés, des logements solidaires, des logements intergénérationnels. Ce sont toutes des, sont toutes des formules qu'il faut absolument développer pour varier aussi la réponse aux habitants. Vous savez, aujourd'hui dans le logement social, la moitié des logements de plus de 3 chambres sont sous-occupés. Et donc il faut aussi encourager la mutation vers des logements plus petits, parce que les tailles des familles changent. À la fin de votre vie, vous n'êtes plus avec 3 ou 4 enfants. Et à ce moment-là, pouvoir répondre aussi à la demande sociale. Il y a aussi ce problème-là à résoudre. Avant de conclure cette émission, une dernière question. Pourquoi faut-il voter pour Écolo, et plus particulièrement pour Écolo et pas pour, par exemple, le PTB? Il faut voter pour Écolo, tout simplement. Je ne me situe pas par rapport au PTB. Moi, je suis là depuis 10 ans. Nous avons un bilan en tant qu'écologiste dans ce gouvernement qui est totalement conséquent en matière d'environnement, en matière d'énergie, en matière de logement, d'inclusion de personnes handicapées. On ne fait pas une campagne sur un bilan, je le sais, mais nous avons des perspectives. En tout cas, on veut pérenniser certaines choses que nous avons faites. Nous voulons être ambitieux et aller beaucoup plus loin. Et je pense effectivement qu'on a montré qu'on pouvait gérer les choses et qu'on a encore des idées pour l'avenir dans une région qui a encore pas mal de défis. Monsieur De Bock, vous avez 40 secondes pour conclure avec cette question. Pourquoi voter pour vous? L'ambition, c'est d'être au gouvernement pour la fois prochaine? Moi, je ne veux pas être le ministre de quelqu'un, comme d'autres. Je trouve que les FDF doivent être au service des Bruxellois. Et nous sommes les seuls, finalement, à avoir pu prendre nos responsabilités, à pouvoir dire à un moment donné qu'il y a une différence. Quand on fait une promesse électorale, on doit la tenir. Et donc, nous, la parole donnée, elle est sincère. Et nous avons le respect des citoyens à qui nous nous adressons. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous voyez avec qui nous souhaitons avoir un changement de politique. Nous souhaitons mettre l'accent sur la fiscalité, donner du pouvoir d'achat aux gens pour qu'ils puissent rester vivre à Bruxelles. C'est le premier enjeu de cette capitale, sinon on ne pourra pas faire face aux défis sociaux de demain. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information politique revient dès 18h25 avec Jean-Christophe Pezès qui reçoit la tête de liste écolo à la Chambre, Zakia Katabi. Au revoir. Thank you.